PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission, présente Sud Radio, on parle immo. Votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio jusqu'à 10h avec Marc Ezrati et toute son équipe. Bonjour à vous Marc. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Dans quelques minutes, de quoi on parle Marc ? Aujourd'hui on parle des crédits immobiliers. Des crédits immobiliers de plus en plus difficiles à obtenir avec la crise présente. Mais pour l'heure, place au journal de l'immobilier. Sud Radio, on parle immo, le journal. Avec gardienrecrute.com, le site de recrutement 100% gratuit dédié aux gardiens et employés d'immeubles. Le journal avec Marc Ezrati. Vous commencez Marc par une enquête sur la consommation d'électricité en France. Et selon une enquête d'Up Énergie, les villes qui consomment le moins d'énergie en France sont Saint-Étienne, Rennes et Mulhouse. À l'inverse, les villes qui en consomment le plus sont toutes situées dans le sud de la France, Fréjus, Bordeaux ou encore Nice. Des résultats qui peuvent surprendre mais qui s'expliquent par une grande consommation d'électricité l'été pour faire fonctionner les ventilateurs et autres climatiseurs. Et on en a besoin effectivement. On poursuit avec un propriétaire qui est suspecté d'avoir, tenez-vous bien, enlevé son locataire mauvais payeur. Et l'histoire s'est déroulée le 19 avril dernier en Seine-Maritime. Un propriétaire est soupçonné d'avoir enlevé son locataire devant un supermarché. Les deux hommes qui ont agrippé en fin de compte le locataire, qui devait 1500 € à son propriétaire, et l'ont forcé à monter dans une voiture conduite justement par son propriétaire. Un témoin de la scène a prévenu la police qui a immédiatement envoyé des policiers libérer le locataire. Le propriétaire et ses deux complices ont été placés en garde à vue. Est-ce que le loyer a finalement été payé ? Ça, je suis pas sûr. Effectivement, on termine, Marc, avec l'annonce que vous avez sélectionnée cette semaine chez notre partenaire Gardien Recrute. Et aujourd'hui, c'est un syndicat de copropriété qui recherche un concierge en CDI pour une résidence de 142 lots située à Toulouse. Le concierge veillera au respect du règlement de la copro. Pour ce poste, votre rémunération sera de 1 690 € par mois sur 13 mois. Un logement de 51 mètres carrés est également prévu. Vous retrouverez cette offre comme d'habitude sur gardienrecrute.com. Allez, merci à vous Marc. Restez avec nous puisque tout de suite on vous retrouve avec Céline Chahi. Bonjour Céline Chahi, rédactrice en chef à Maison et Travaux. Bonjour Marc, bonjour à tous. Alors, lorsqu'on doit envisager une rénovation énergétique, vous êtes nombreux à vouloir réaliser vous-même les travaux, notamment pour réduire la facture. Bonne ou mauvaise idée ? Pour en parler et nous éclairer, j'accueille aujourd'hui Katia Léal. Bonjour Katia. Bonjour Céline. Vous êtes responsable communication, mon expert rénovation énergie. Alors Katia, je vous pose cette question cruciale. Peut-on entreprendre soi-même des travaux de rénovation énergétique ? Eh bien Céline, est-ce que vous vous sentez l'âme d'une bricoleuse ? Je vais demander à Marc de m'aider. Joker. Eh ben c'est très bien parce que j'aurais dit stop tout de suite parce que même si sur le papier ça paraît simple, mais c'est loin d'être le cas et surtout ça sera pas plus économique. C'est surtout pour ça. Et oui, sur le matériel, vous devrez payer une TVA à 20% au lieu de la TVA 5,5 accordée aux artisans. Et lui aussi, il a accès à du matériel plus performant à des tarifs préférentiels. Sans compter qu'à vous, Céline, il vous faudra acheter ou louer tous les outils obligatoires pour la réalisation des travaux. Des coûts supplémentaires qui viennent vraiment alourdir la facture finale. Puis un professionnel du BTP est un expert. Son savoir-faire vous fera gagner du temps et de l'argent. Et oui, parce qu'il vous fera éviter les erreurs stupides de la planche découpée trop courte ou encore de l'achat insuffisant d'isolant pour vous envoyer le samedi après-midi dans les grandes surfaces de bricolage avec votre chantier totalement en plan et la flemme de s'y remettre. Et puis, avec un professionnel, c'est la garantie d'un travail bien fait. Sinon, de toute façon, vous êtes protégé par la garantie décennale. Alors, faites appel à un professionnel RGE, s'il vous plaît, et bénéficiez d'aide à la rénovation énergétique, comme la prime énergie et ma prime rénov'. Très bien, merci Katia. Alors Marc, une petite info pour la route. Et pour la route, les mots sont bien choisis, voilà, pour la route. Est-ce que vous savez ce qu'est un bento ? Voilà. Et non, je ne sais pas. Vous ne savez pas ? Non. C'est une petite boîte qui nous vient du Japon, d'Asie, dans laquelle on peut emmener son pique-nique, son déjeuner dans une petite boîte. Voilà, il y a tout dans cette petite boîte. Eh bien, sachez qu'il existe des modèles chauffants. Donc, en 10 à 15 minutes, désormais, dans votre petite boîte, dans votre petit bento, vous pouvez réchauffer votre déjeuner. Voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa, peut-être, pour faire un déjeuner à la radio ou sur votre chantier de rénovation.
Merci Céline Chahi pour cette belle idée. Je vois que vous êtes très séduit par l'idée. Rédactrice en chef à Maison et Travaux. Merci à vous également. Katia Léal, responsable communication de Mon Expert Rénovation Énergie. Bon, il n'y a plus qu'à vous faire assister à une réunion Tupperware en japonais. Vous verrez ce que c'est qu'un bento, mon cher Marc Ezrati. Allez, restez avec nous. On se retrouve dans quelques minutes. On va parler des crédits immobiliers en un mot. C'est facile d'en obtenir ou pas en ce moment, Marc? Compliqué, hein. Compliqué? Pourquoi? Justement, on va en parler avec nos invités dans un instant. À tout de suite. PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission présente. Sud Radio, on parle IMO. Votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio jusqu'à 10h avec Marc Ezrati. On va parler des crédits immobiliers, des difficultés d'obtention de ces derniers. On va en parler tout de suite. Place au Mac de la semaine. Sud Radio, le Mac de l'IMO, décryptage et tendance de l'immobilier. Avec Mon Expert Rénovation Énergie. Le retour de la fine équipe de Marc Ezrati. On parle IMO, votre rendez-vous 100% immobilier jusqu'à 10h sur Sud Radio. On parle des crédits immobiliers, Marc Ezrati. Oui, on parle de crédit immobilier et on reçoit pour en parler Olivier Landreville, il est président de CAFPI, et Corinne Joly, présidente de Particulier à Particulier, PAP.fr. Bonjour Corinne Joly. Bonjour. Est-ce que c'est vrai qu'il est de plus en plus compliqué d'obtenir un crédit en France ces temps-ci ? Oui, c'est vrai. Les conditions sont en train de se durcir par rapport à ce qu'on a connu ces dernières années, mais il faut quand même être conscient que ces dernières années, les conditions étaient particulièrement bonnes, les taux étaient très bas, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a atteint des records historiques de nombre de transactions. Donc là, c'est en train de se durcir, mais on n'est pas non plus dans une situation catastrophique. Simplement, les taux remontent, les banques exigent plus d'apports personnels et elles sont également vigilantes à ce qu'on appelle le reste à vivre, c'est-à-dire ce qu'il vous reste après avoir remboursé votre mensualité, parce qu'en ce moment, elles tiennent compte de la hausse des prix et donc elles estiment que vous allez avoir besoin d'un reste à vivre plus important. Bonjour Olivier Landreville. Bonjour Marc. Alors, depuis quelques semaines, on assiste à une augmentation des taux de crédit. Cette tendance, est-ce qu'elle va se poursuivre longtemps ? Alors Marc, au risque de vous décevoir, je n'ai pas encore mon diplôme de prophète, j'y travaille. Mais je dois avoir l'honnêteté de reconnaître que je n'avais pas anticipé que la hausse des taux serait aussi forte qu'elle l'a été depuis le début de l'année. Et il y a, je pense, toutes les raisons de craindre que cela va se poursuivre. Pour une raison finalement très simple. Quand je fais le bilan du mois d'avril, chez CAFPI, nous avons réussi à financer nos clients sur un taux moyen de 1,21 pour des emprunts à 20 ans. Dans le même temps, à l'heure où on se parle, l'État français emprunte à 10 ans à 1,50. Donc c'est une situation qui est rarissime, que les particuliers puissent se financer moins cher finalement que l'État français, et c'est une situation qui ne peut pas durer. Alors Olivier, la guerre en Ukraine, les menaces sur le nucléaire, on en parle beaucoup en ce moment avec les Russes, ça peut avoir un impact ça, sur les taux ? Ça a déjà eu un impact et ça va continuer à avoir un impact. C'est un jeu de domino qui est assez complexe mais qui mérite d'être déroulé. Ça commence évidemment avec la guerre en Ukraine et le problème avec la Russie. À partir de là, on a une situation où tous les grands pays européens décident qu'il faut maintenant se passer de l'énergie russe. Idem pour les pays importateurs de blé, notamment en Afrique du Nord. Chacun cherche évidemment à se retourner vers d'autres pays producteurs pour s'approvisionner. Il en découle une hausse des prix inévitable, c'est la loi de l'offre et de la demande. Et ce qu'on observe déjà, c'est des répercussions sur l'inflation, puisque la BCE a publié des chiffres assez désastreux de ce point de vue-là. On a une hausse des prix de l'énergie de 44% en Europe sur un an, une hausse des prix alimentaires de base de 9% sur un an et une inflation globalement de 7,5% sur un an. Donc des pertes de pouvoir d'achat qui sont très fortes et on peut attendre des conséquences sociales importantes et à terme des revendications salariales. Et ça, c'est le scénario que craignent tous les banquiers centraux parce que s'enclenche à ce moment-là un cycle auto-nourri qui est très difficile à défaire ensuite. C'est ce qu'on a connu dans les années 70. Et en réalité, ce qu'on a devant nous, c'est le troisième choc énergétique. À défaut d'être strictement pétrolier, c'est le troisième choc énergétique. Donc c'est un cauchemar pour la BCE. Et dans le manuel du bon banquier central, il y a un seul levier pour essayer de contrer ce phénomène. C'est de remonter les taux directeurs. Alors, il y a aussi les taux de l'usure, c'est-à-dire le taux maximal, oui, auquel un prêt peut être accordé par les banques. Est-ce qu'il peut avoir un impact sur les dossiers de financement ? On entend dire que les dossiers qui étaient finançables fin 2021 le seraient plus aujourd'hui.
Oui, c'est absolument vrai. Alors, ce qu'il faut bien se représenter, c'est que on pense généralement que le taux de l'usure, c'est le taux auquel les banques n'ont pas le droit de prêter, n'ont pas le droit d'aller au-dessus. Moi, je préfère... Je vous sens taquin, presque. Oui, je préfère... Non, mais c'est important pour comprendre les conséquences. Je préfère inverser la proposition. Aujourd'hui, il faut se dire que le taux de l'usure, c'est le taux au-dessus duquel vous n'avez plus l'opportunité d'emprunter. Vous ne pouvez plus. Et ça a des conséquences sur le marché du crédit, évidemment. L'image que j'utilise, vous savez, c'est Ulysse sur son bateau, qui, pour ne pas céder au chant des sirènes, demande à ses marins de se faire attacher au mât. Bon, les sirènes, c'est la tentation du crédit. Ouais. Ulysse, c'est vous, c'est l'emprunteur. Et le marin qui vous attache au mât, c'est le ministre des Finances avec le taux de l'usure. Voilà, parce que le taux de l'usure aujourd'hui, c'est 2,40. Hein. C'est le taux de l'usure le plus bas qu'on ait connu dans l'histoire de France. La formule de calcul qui permet d'arriver à ce chiffre a 2 défauts majeurs. Le premier, c'est qu'elle implique un temps de latence de 9 mois. C'est-à-dire que le taux de l'usure qui va s'appliquer jusqu'à fin juin, il a été calculé sur la base de taux de crédit qui étaient pratiqués en octobre dernier par les banques. Résultat des courses, nous avons aujourd'hui ce taux de l'usure le plus bas de l'histoire, alors que les taux pratiqués par les banques, eux, remontent de façon assez marquée depuis le début de l'année. Donc on va avoir un effet de ciseau, on a un effet de ciseau, et on voit beaucoup de projets qui sont pris dans cet effet de ciseau et qui butent contre le taux de l'usure. Le deuxième défaut de construction de ce taux de l'usure, ou du TAEG, c'est qu'il inclut le coût de l'assurance. D'accord. Or, le coût de l'assurance, il dépend de beaucoup de choses. Il dépend de votre âge, de votre santé, mais il dépend absolument pas de l'environnement de taux. Et donc, les premières personnes à se faire évincer du marché du crédit quand on a des effets de ciseaux comme ceux que je décrivais, ce sont les personnes qui subissent des coûts d'assurance élevés, c'est-à-dire des emprunteurs plus âgés ou des emprunteurs qui ont des soucis de santé. Corinne Joly, les passoires thermiques, un gros sujet, hein, ça. Est-ce que... on sent que c'est un peu la patate chaude des banques en ce moment. Alors, c'est assez flou le comportement des banques face aux passoires thermiques. Ce qui est sûr, c'est que le problème, c'est qu'il y a une incertitude sur leur valeur. On sent que la valeur des passoires thermiques va se dégrader, mais on ne sait pas à quel rythme, et on ne sait pas de combien. Et puis, si les rénovations ont lieu, finalement, ça va aller. Donc, c'est vrai que pour les banques, c'est un peu flou la valeur du bien. Et comme les crédits sont garantis sur la valeur du bien, on sent qu'ils sont pas forcément très très emballés. Et puis il y a un problème plus grave, c'est les investissements locatifs. Là, c'est plus clair. D'ici 2 ans, on n'aura plus le droit de louer des biens dont l'étiquette énergie est de G. Donc si vous êtes un investisseur et que vous voulez acheter un logement qui est en G, il y a de fortes chances que la banque vous dise que votre projet il est pas très très pérenne et que du coup elle ne vous prête pas. Et justement, Olivier, la question qu'on est presque en droit de se poser, est-ce que les banques peuvent se permettre de financer des biens énergivores qui, immanquablement, se déprécieront dans le temps? Il y a un dicton sur les marchés financiers, c'est on n'essaie jamais d'attraper un couteau qui tombe. Voilà. Exactement. Donc évidemment, les banques préfèrent éviter ces situations. Ce qu'on voit concrètement sur le terrain, c'est sur les projets locatifs, clairement, toutes les banques se sont adaptées sur les projets locatifs notés G et elles ne vous les financeront que si vous arrivez avec déjà le projet de rénovation bien ficelé et donc intégré au plan de financement. J'anticipe qu'on verra la même chose sur les logements notés F à partir de 2028, donc les banques ont encore quelques années pour s'y préparer, et ensuite les logements notés E à partir de 2034. Voilà. Les choses sont moins claires sur la résidence principale. Pour l'instant, je pense que les banques tâtonnent encore. Aucune banque n'a annoncé de mesures spécifiques par rapport aux passoires thermiques à usage de résidence principale. Il est possible que certaines commencent progressivement à prendre des marges de précaution plus importantes, sans doute sous forme d'apports personnels, d'exigences d'apports personnels plus importantes, on sait bien. Justement, pour les apports personnels, on va en parler, parce que les banques, aujourd'hui, demandent des apports personnels très conséquents. Oui. Ça vous inspire quoi, ça? Ça a beaucoup monté, je vous confirme. Quand on fait le bilan chez CAFI depuis le début de l'année, on est à 20% d'apport personnel moyen, 20% du coût du projet.
ce qui représente en Île-de-France 82 000 euros mis sur la table par les emprunteurs en moyenne, ce qui fait des sommes considérables. C'est la conséquence directe d'une réglementation qui s'appelle HCSF et qui empêche maintenant les banques d'aller au-delà de 35% de taux d'endettement. Donc les mensualités de votre crédit ne doivent pas représenter plus de 35% de vos revenus. Voilà, les règles. Alors, les banques ont quelques marges dérogatoires, mais les places sont quand même comptées. Et comme de facto on rationne le crédit, il faut appeler un chat, on rationne le crédit. Comme les Français n'ont pas envie de revoir à la baisse les projets immobiliers sur lesquels ils travaillent, mécaniquement, ils vont puiser dans l'épargne pour pouvoir financer le projet. Merci Olivier Landrevi, président de CAFPI, d'avoir fait le détour par les studios de Sud Radio ce matin. Corinne Joly, une dernière question en un mot. Qu'est-ce qu'on conseille à ceux qui nous écoutent ce matin sur Sud Radio et qui veulent emprunter ? Une petite touche positive, il faut juste vous souvenir que les banques veulent prêter, c'est quand même comme ça qu'elles gagnent de l'argent, mais elles veulent aussi éviter les risques, donc vous devez vous présenter comme un profil sûr, préparez vos comptes, si vous avez des dépenses de type jeu en ligne ou crypto-monnaie, ça n'est pas du meilleur effet, et puis montrer que votre budget est maîtrisé, et puis aussi calculer correctement votre capacité d'emprunt en tenant compte du coût global de l'achat. N'oubliez pas les frais de notaire, n'oubliez pas l'assurance emprunteur. Ceci dit, n'hésitez pas à vendre vos bitcoins si vous les avez achetés il y a 15 ans, je sais jamais, ça peut quand même vous faire un joli chiffre. Et Corinne, on continue à parler immobilier dans quelques instants dans le coaching, et cette fois-ci on va parler de divorce. Exactement, restez avec nous, c'est votre rendez-vous 100% immobilier, on est ensemble jusqu'à 10h, à tout de suite sur Sud Radio. PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission, présente Sud Radio, on parle immo. Votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio jusqu'à 10h avec Marc Esrati, avec Corinne Joly, aussi présidente de Particulier à Particulier, PAP.fr. Je crois qu'on va parler divorce, Marc Esrati. Et oui, cette semaine, on parle d'un problème qui touche chaque année, beaucoup de ménages français, le divorce. Avec quelles conséquences pour le logement, quoi. Ça paraît logique dans une émission d'immobilier. Effectivement, il y a des chances qu'on se pose ce genre de questions. Et pas il y a pour la pas voiture. Corinne Joly. Effectivement, quand on divorce, ça a en général un impact sur le logement. Soit les deux personnes du couple quittent le logement, c'est généralement le plus simple. Vous résiliez votre bail ou vous mettez en vente. Soit l'un reste dans le logement et l'autre part. Là, en général, c'est le début des problèmes parce qu'il faut se mettre d'accord et surtout, il faut être capable de payer le logement tout seul. Et dernier cas, plus rare, mais je le mentionne quand même et après on n'en parlera plus, c'est la cohabitation. Alors ça dure rarement très longtemps. Dès que l'un des deux se remet en couple, ça général. Alors, ça existe et des fois ça existe pour des questions financières parce que des fois c'est difficile de retrouver un logement. Et on peut pas non plus payer à la part de l'autre, donc des fois certains restent ça peut durer longtemps, en cohabitation et là c'est bonne ambiance garantie. Et dites-moi, est-ce que les règles elles changent selon qu'on soit marié, en concubinage ou en pax ? Alors oui, quand on est en concubinage, la loi ne précise rien. Donc si vous êtes locataire et que vous avez pris un bail à vos deux noms, vous êtes solidaire du paiement du loyer, vous êtes comme des colocataires en fait. Il faut donc impérativement que le concubin qui quitte les lieux donne son congé au propriétaire et celui qui reste devra reprendre le bail à son nom seul. Et attention, le propriétaire a le droit de refuser parce que vous n'êtes peut-être plus solvable de son point de vue. S'il n'y a qu'un seul nom sur le bail, alors là, celui qui n'est pas sur le bail doit partir et il n'a aucun recours. Et si on est proprio ? Alors, si vous êtes en concubinage, il y a plusieurs cas de figure possibles. Soit le logement n'appartient qu'à un seul des deux concubins, et alors là, c'est très simple. Il fait ce qu'il veut, et il n'y a là aussi aucun recours possible pour le concubin évincé. Soit le logement a été acheté par les deux concubins, et là, ils sont en général en indivision. Et donc là, soit l'un des deux rachète sa part à l'autre, soit rien du tout. Il faut racheter sa part. Et négocie dans la bonne ambiance. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là ? Alors, en attendant la vente définitive, celui qui occupe le logement doit verser à son ex-compagnon une indemnité d'occupation. C'est en gros l'équivalent d'un loyer qui sera calculé en pourcentage d'un loyer normal. Par exemple, si vous avez 50% et que votre ex a aussi 50%, du coup, vous devrez lui verser 50% du loyer pour occuper les lieux. Et quand on est paxé, il y a des différences ou pas ? C'est à peu près les mêmes règles, mais avec davantage de protection si la mésentente bloque tout. Le Pacs donne une existence légale à votre union et en cas de désaccord, il est possible de se tourner vers un juge. Mais ça retarde la dissolution du Pacs et tant que le Pacs n'est pas dissous, chacun reste solidaire l'un de l'autre. Donc tout ça pour le loyer, pour le crédit, vous êtes solidaire. Et Corinne, quand on est marié ? Alors là, c'est encore plus encadré. Ça va dépendre de votre régime matrimonial. Si vous n'avez pas fait de contrat de mariage, donc ça c'est l'immense majorité des cas, c'est le régime de la communauté réduite aux acquêts qui s'applique.
Concrètement, ce que ça signifie, c'est que tout ce qui a été acheté à partir du mariage appartient à 50% à chacun des deux époux, et tout ce qu'on avait avant le mariage reste dans son patrimoine personnel. Si vous avez fait un contrat de mariage et que vous avez choisi la séparation de biens, là, vos patrimoines sont restés distincts, donc on sait ce qui appartient à chacun, donc c'est un peu plus simple. Et dites-moi, sur quoi s'appuie un juge pour décider de qui reste dans le logement? Le juge, il va prendre une décision en tenant compte de plein de paramètres. Le premier, en général, c'est quand même l'intérêt des enfants, s'il y en a, la situation financière et pécuniaire des époux, de même que leur situation professionnelle et enfin leur capacité de relogement. Et cela s'applique que les époux soient locataires ou propriétaires? Oui, si les époux sont locataires, le juge décide de l'attribution du logement toujours selon ces mêmes paramètres. Si les époux sont propriétaires, le juge peut il peut déjà maintenir le logement en indivision pendant une certaine durée. Dans ce cas, la vente est bloquée. Et il peut la bloquer après le divorce. Il peut aussi l'attribuer de manière préférentielle à l'un des époux, notamment à titre de prestation compensatoire s'il y a une disparité de niveau de vie à l'issue du divorce. Est-ce que, Corinne Joly, vous avez des conseils à donner à ceux qui nous écoutent ce matin sur Sud Radio pour éviter les conflits? Alors, les conflits, ça vient déjà du fait que ça arrive qu'on ne se supporte plus, mais il y a quand même des choses qu'on peut éviter. Et là, je voudrais notamment parler du manque de clarté de beaucoup de couples sur les questions financières pendant toute la durée du couple. Et je vais vous donner un exemple concret et fréquent. Si vous allez vivre chez votre conjoint et qu'il est seul propriétaire d'un bien, c'est assez fréquent qu'on voit que pour participer, vous allez financer des travaux. Sauf que vous avez 0% du logement. Donc à la revente, vos travaux, vous n'allez absolument rien toucher. Ça, c'est très fréquent. Et ça, au moment du divorce, c'est l'engueulade garantie. Donc moi, je vous conseille de mettre les sujets sur la table au fur et à mesure. Et typiquement, dans ce cas de figure, il vaut mieux acheter une part du logement pour financer les travaux. Comme ça, à la revente, vous récupérez quand même un peu vos billes et du coup, il n'y a pas de scandale. Voilà, donc je pense qu'il faut être clair. C'est pas très romantique. Là, je suis consciente que je suis pas dans un conseil très romantique, mais c'est assez sain. Corinne Joly qui est toujours là pour nous, pour le meilleur et pour le pire, on avait dit. Eh bien, merci Corinne Joly, en tout cas pour ces conseils conjugaux. On rappelle à ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent aussi bénéficier de conseils en s'inscrivant gratuitement sur PAP.fr. Tout de suite, le coup de cœur. Sud Radio, on parle IMO. Et aujourd'hui, on file à La Rochelle. On va retrouver Claire Legast. Elle est conseillère immobilier chez Foncière Transactions. Bonjour Claire. Bonjour. Vous avez un coup de cœur à nous présenter, on vous écoute. Oui, tout à fait. Là, c'est vraiment un coup de cœur sur une maison sur le secteur de Saint-Médard-d'Onis. Une maison de 145 mètres carrés. Voilà, ce qui est rare actuellement sur le marché. Sur le secteur, ouais. Voilà, c'est ça. On a une parcelle de 500 mètres carrés et dans un prix de 324 000 euros. Voilà, donc des biens en dessous de 350 000 euros sur le marché actuellement, ça n'existe plus. Merci beaucoup Claire Legast. On rappelle que vous êtes conseillère immobilier chez Foncière Transactions à La Rochelle. Les images de ce bien, on va pouvoir les retrouver sur les réseaux sociaux de Sud Radio dès la fin de l'émission. On peut également appeler le standard de Sud Radio 0826 300 300 si on est intéressé par ce bien. Absolument, et tout de suite on retrouve Frédéric Fougera. Sud Radio, on parle IMO, les 48 secondes. Avec Techway by Foncia pour vivre dans un environnement sûr et sain. Bonjour Frédéric Fougera, directeur de la communication du groupe Emeria. Frédéric, une nouvelle loi entre en vigueur concernant l'assurance emprunteur. De quoi s'agit-il ? Bonjour Marc. La loi sur l'assurance emprunteur va changer et entrer en vigueur dès le 1er juin 2022 pour les nouveaux contrats et à partir du 1er septembre pour les contrats déjà signés. À compter de ces dates, il vous sera désormais possible de résilier à tout moment tous les contrats d'assurance emprunteur et donc de changer d'assurance de crédit. Jusqu'ici, pour changer d'assurance emprunteur, il était nécessaire de respecter les délais prévus par la loi Hamon. Il permettait de changer de contrat jusqu'à 15 jours avant la date du premier anniversaire. Puis ceux de l'amendement Bourquin, le changement de contrat était alors possible tous les ans jusqu'à 2 mois avant la date anniversaire du contrat. Nouvelle règle à partir du 1er juin, la résiliation sera possible à tout moment. Nouvel élément dans la loi, les assureurs devront informer les emprunteurs chaque année de leurs droits et des modalités de mise en œuvre de ce changement. L'autre changement important concernant l'assurance emprunteur, c'est la suppression du questionnaire de santé pour certains prêts. En effet, cette formalité s'apprête à disparaître pour tous les crédits immobiliers dont le terme intervient avant le 60e anniversaire de l'emprunteur et lorsque le prêt ne dépasse pas 200 000 euros pour une personne ou 400 000 euros pour un couple. Voilà Marc, vous savez à présent ce que permet la nouvelle loi sur l'assurance emprunteur.
beaucoup plus favorable aux consommateurs. Merci Frédéric Fougera et à la semaine prochaine. On rappelle à ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent revoir cette chronique sur la playlist Techway by Foncia sur la chaîne YouTube de Foncia. Sud Radio, on parle IMO. Avec PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission. Et c'est la fin de notre rendez-vous immobilier. Merci à vous, Marc Ezrati. Merci Jean-Marie. Et merci quand même, Corinne Joly, vous qui nous avez enjoint à préparer notre divorce ou notre séparation, juste avant le bien coup de cœur. En plus, c'était bien placé. On vous retrouve la semaine prochaine, Corinne ? Oui. Samedi prochain avec Marc Ezrati. On espère que votre couple tiendra toujours bon. D'ici là, on va parler de quoi la semaine prochaine, Marc ? On va parler des syndics. Alors avec Corinne, on parlera de comment changer de syndic. Et avec nos invités, Delphine Merle et Samantha Dominguez, on va se demander quelle est un peu l'image aujourd'hui des syndics auprès des Français. C'est d'après une étude, à la suite d'une étude parue à l'IFOP. Corinne Joly vous aidera à divorcer de votre syndic si le courant ne passe plus entre vous, en tout cas plus comme au premier jour. Ce sont des choses qui arrivent, y compris dans les réunions de copropriété. Merci à tous les deux. Je rappelle à tous ceux qui nous écoutent que ce rendez-vous On parle IMO peut être retrouvé en podcast sur sudradio.fr.